Le Théétète de Platon, dialogue sur la science, suite. Socrate. Eh bien, as-tu entendu comment on définit aujourd'hui le savoir? Théétète. Peut-être, mais pour le moment, je ne m'en souviens pas. On dit que c'est avoir la science. C'est vrai. Faisons-nous un léger changement et disons que c'est posséder la science. Mais alors, quelle différence mets-tu entre l'un et l'autre? Il n'y en a peut-être aucune. Écoute néanmoins ce qu'il m'en semble et aide-moi à en vérifier la justesse. Oui, si j'en suis capable. Eh bien, posséder ne me paraît pas être la même chose qu'avoir. Par exemple, si quelqu'un a acheté un habit et en est le maître, mais ne le porte pas, nous pouvons dire non pas qu'il l'a, mais qu'il le possède. Et avec raison. Vois donc si l'on peut de même posséder la science sans l'avoir. Comme un homme qui aurait pris des oiseaux sauvages, ramiers ou naux ou autres, et les nourrirait chez lui dans un colombier qu'il aurait fait construire. En un sens, nous pourrions dire qu'il les a toujours, puisqu'il les possède, n'est-ce pas vrai? Si. Mais en un autre sens, qu'il n'en a aucun, mais qu'il a sur eux, puisqu'il les a mis sous sa main dans un enclos à lui, le pouvoir de les prendre et de les avoir quand il le voudra, en attrapant tour à tour celui qu'il juge à propos, et de les lâcher ensuite, et qu'il peut le faire toutes les fois que la fantaisie lui en prend. C'est vrai. Faisons encore une fois ce que nous avons fait précédemment, en modelant dans nos âmes je ne sais quelle figure de cire. Faisons à présent dans chaque âme une sorte de colombier, avec toutes sortes d'oiseaux, les unes vivant en troupes et séparées des autres, les autres par petites bandes, et quelques-uns solitaires et volant au hasard parmi tous les autres. Supposons qu'il est fait, mais après. Dans la première enfance, il faut supposer que ce réceptacle est vide et en place des oiseaux nous figurer des sciences. Lors donc que, s'étant rendu possesseur d'une science, on l'a enfermé dans l'enclos, on peut dire qu'on a appris ou trouvé la chose dont elle est la science et que cela même est savoir. Soit. Et maintenant, si l'on veut donner la chasse à l'une quelconque de ces sciences, la prendre, la tenir et ensuite la relâcher, vois de quel nom on a besoin pour exprimer tout cela, si ce sont les mêmes dont on a usé d'abord au moment de l'acquisition ou des noms différents. Un exemple te fera saisir plus clairement ma pensée. N'y a-t-il pas un art que tu appelles arithmétique? Si. Conçois-le comme une chasse aux sciences qui concerne tout ce qui est pair et impair. Je le conçois ainsi. Par cet art, on tient soi-même sous la main les sciences des nombres et on les transmet à d'autres quand on le veut. Oui. Et nous disons que quand on les transmet, on enseigne, que quand on les reçoit, on apprend, et que quand on les a, parce qu'on les possède dans son colombier, on sait. Parfaitement. Maintenant, fais attention à ce qui s'ensuit. Un arithméticien accompli ne connaît-il pas tous les nombres, puisqu'il n'y a pas de nombre dont il n'ait la science dans son esprit? Sans contredit. Or, un tel homme peut parfois compter soit les nombres mêmes dans sa tête, soit quelques autres objets extérieurs qui peuvent se nombrer, sans aucun doute. Mais compter n'est pour nous autre chose que d'examiner à combien se montre un nombre. C'est juste. Il paraît donc que l'homme qui, comme nous l'avons admis, connaît tous les nombres et essaie de découvrir ce qu'il connaît, comme s'il n'en avait aucune connaissance, tu as sans doute déjà entendu débattre des questions de cette sorte. Oui. Reprenant donc notre comparaison avec l'acquisition et la chasse des pigeons, nous dirons qu'il y a là une double chasse, l'une qui se fait avant l'acquisition dans la vue d'acquérir, et l'autre après l'acquisition en vue de prendre et d'avoir dans ses mains ce qu'on possédait depuis longtemps. De même, si l'on est depuis longtemps possesseur de sciences qu'on a apprises et qu'on sait, on peut rapprendre à nouveau ces mêmes sciences en ressaisissant et tenant la science de chaque objet, science dont on était déjà en possession, mais qu'on n'avait pas présente à la pensée. C'est vrai. C'est justement ce que je demandais tout à l'heure.
De quel terme faut-il se servir pour parler de l'arithméticien qui se met à calculer ou du grammairien qui va lire quelque chose? Dira-t-on dans ce cas que, sachant une chose, il va derechef apprendre de lui-même ce qu'il sait? Mais ce serait étrange, Socrate. Dirions-nous alors qu'il va lire ou compter ce qu'il ne sait pas, après lui avoir accordé à l'un la science de toutes les lettres, à l'autre celle de tous les nombres? Ce serait également illogique. Veux-tu que nous disions que peu nous importent les noms et dans quel sens on s'amuse à tirailler les expressions savoir et apprendre, mais qu'ayant établi qu'autre chose est posséder une science et autre chose l'avoir, nous affirmons qu'il est impossible de ne jamais posséder ce qu'on possède, en sorte qu'il n'arrive jamais qu'on ne sache point ce qu'on sait, et que pourtant il est possible d'avoir une opinion fausse à son sujet, parce qu'on peut n'avoir pas la science d'un objet, mais celle d'un autre en sa place, lorsque donnant la chasse à quelque science parmi celles qui traversent l'air en volant, on se trompe et qu'on prend l'une au lieu de l'autre. C'est ainsi que nous avons dit qu'on prenait 11 pour 12, parce qu'on prenait la connaissance du 11 au lieu de celle du 12 qu'on avait en soi, comme si on prenait un ramier pour une colombe. Voilà qui est raisonnable. Quand au contraire on a pris celle qu'on avait dessein de prendre, alors on ne se trompe pas. Et l'on juge ce qui est, et de cette façon il peut y avoir une opinion vraie et une opinion fausse, et nous ne sommes plus arrêtés par les difficultés qui nous chagrinaient précédemment. Peut-être seras-tu de mon avis à présent, sinon quel parti prendras-tu? Aucun autre. Nous sommes en effet débarrassés de la contradiction de ne pas savoir ce que nous savons, puisqu'il ne nous arrive plus en aucun cas de ne pas posséder ce que nous possédons, soit que nous nous méprenions ou ne nous méprenions pas sur quelque objet. Mais je crois bien entrevoir un autre inconvénient plus fâcheux. Lequel? C'est que la confusion des sciences puisse devenir une opinion fausse. Comment cela? N'est-ce pas le comble de l'absurdité, d'abord, qu'ayant la science d'une chose, on ignore cette chose même, non par ignorance, mais par sa propre science, ensuite qu'on prenne cette chose pour une autre et cette autre pour elle, et que l'âme à qui la science est présente ne connaisse rien, mais ignore tout? À ce compte, en effet, rien n'empêche que l'ignorance présente en nous ne nous fasse connaître quelque chose, et que l'aveuglement nous fasse voir si la science aussi peut rendre un homme ignorant. C'est peut-être, Socrate, que nous avons eu tort de supposer que les oiseaux ne représentent que des sciences, et que nous aurions dû mettre avec elles des sortes d'ignorance volant aussi dans l'âme, puis que le chasseur prenant tantôt une science, tantôt une ignorance du même objet, juge faux par l'effet de l'ignorance et juste par l'effet de la science. On a peine à ne pas te louer tes têtes. Néanmoins, examine de nouveau ce que tu viens de dire. Supposons qu'il en soit comme tu l'avances. Celui qui prendra l'ignorance aura, dis-tu, une fausse opinion, n'est-ce pas? Oui. Mais il ne pensera sûrement pas qu'elle est fausse. Comment le pourrait-il? Il la croira vraie au contraire et sera dans l'état d'un homme qui sait les choses sur lesquelles il est dans l'erreur. Sans doute. Il croira donc qu'il a pris et qu'il a une science et non une ignorance. Évidemment. Ainsi, après un long circuit, nous voilà retombés dans notre premier embarras, car notre disputeur va nous dire avec un rire moqueur: « Est-il possible, excellentes gens, qu'un homme qui connaît à la fois la science et l'ignorance se figure que celle qu'il sait est une autre qu'il sait aussi, ou que, ne connaissant ni l'une ni l'autre, il juge que celle qu'il ne sait pas est une autre qu'il ne sait pas non plus, ou que connaissant l'une et non l'autre, il prenne celle qu'il sait pour celle qu'il ne sait pas, ou celle qu'il ne sait pas pour celle qu'il sait. Ou bien me direz-vous encore que ces sciences et ces ignorances sont à leur tour objet de nouvelles sciences que leur possesseur a enfermées dans je ne sais quels autres ridicules colombiers ou cires imaginaires, et qu'il connaît aussi longtemps qu'il en est possesseur, quoiqu'il ne les ait point présentes à la pensée?
Et vous laisserez-vous ainsi contraindre à revenir 1000 fois au même point, sans avancer d'un pas? Que répondrons-nous à cela, Théétète? Ma foi, Socrate, je ne vois pas pour ma part ce qu'il faut répondre. N'est-ce pas à juste titre, mon enfant, que l'argument nous semonce et nous montre que nous avons tort de chercher l'opinion fausse avant la science, que nous avons laissée de côté, car il est impossible de connaître la première avant d'avoir une connaissance exacte de la nature de la science. En ce cas, Socrate, il est impossible de rejeter cette conclusion. Mais alors, comment pourrait-on, en reprenant la question au commencement, définir à nouveau la science, car nous n'abandonnons pas la partie, je présume. Pas du tout, à moins que tu ne l'abandonnes toi-même. Dis-moi donc quelle est la meilleure définition que nous pourrions en donner pour ne pas nous mettre en contradiction avec nous-mêmes. C'est précisément celle que nous avons déjà essayée, Socrate. Pour ma part, je n'en vois pas d'autre. Quelle est-elle? Que d'opinion vraie est la science, l'opinion vraie se semble est infaillible, et tout ce qui en résulte est bel et bon. Il n'est que d'essayer pour voir Théétète, dit le guide, au passage de la rivière. De même ici, nous n'avons qu'à nous avancer dans notre recherche, peut-être tomberons-nous sur quelque chose qui nous révélera ce que nous cherchons, au lieu qu'en restant là, nous ne découvrirons rien. C'est juste, allons donc et examinons.